Si je vous dis rétablissement, William, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser déjà comment dire, un peu à être sur la voie de la, enfin, peut-être un peu sur la voie de la guérison, pas de complète parce que c'est jamais facile, c'est jamais évident, mais au moins d'essayer de se rétablir au maximum et récupérer ses capacités comme pas avant d'être malade, même si c'est pas toujours facile, mais c'est déjà ça. Et puis aussi le fait de se remettre en fait dans le monde du travail, justement, qu'on a été en difficulté, qu'on a été s'est senti un peu exclu pendant une période, et du coup c'est un peu remettre le pied à l'étrier en fait, déjà en fait, c'est un peu ça quoi. De changer un petit peu. De se sentir mieux, oui, un peu comme évoluer. Ouais. Oui, de passer un milieu protégé à un milieu normaux. D'accord. Ordinaire. Ça me fait penser à la psychologie. C'est-à-dire, vous pouvez développer parce que... En fait, ou la psychiatrie même, je dirais, parce que en fait, il y a des gens qui peuvent croire qu'on guérit ou qu'on guérit pas. D'accord. Et c'est un peu une théorie, quoi. C'est une bataille de théorie. Et on se retrouve un peu là-dedans, on se demande si on va guérir, si on se considère guéri un jour. Guéri ou vivre avec... Rétablissement, en tout cas, ça me fait penser à guérison à ce moment-là. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était rétablissement d'une maladie. Je sais qu'il y a certaines maladies qui ne seront pas guéries dès la fin de la pause. Donc ça peut être un petit peu délicat d'employer ce terme-là. Moi, je l'ai compris comme ça, mais bon. Parce qu'une personne peut ne pas être complètement guérie à la fin de la pause. Par contre, il y a effectivement, j'ai pensé tout de suite après au rétablissement, au chat qui se rétablit sur ses pattes. Et ça, je pense que c'est l'idée que je voudrais garder et que je voudrais généraliser auprès de toutes les personnes souffrantes au sein du centre. C'est ce rétablissement sur 4 pattes. Après, on continue à avancer. Il y a un moment, on avance tout seul. Mais c'est cette idée-là que je garde et non pas le rétablissement au sein d'une maladie avec un milieu infirmier hospitalier. Guérison, c'est... Moi, j'étais en manque de confiance, donc en venant ici aussi, ça m'a aidé, donc j'ai repris confiance. Donc c'est un gain, c'est aussi une guérison pour moi, c'est un rétablissement. Ouais. Donc le travail aide au rétablissement. Ouais. Donc comment voyez-vous l'avenir ? Plutôt positif, avec des choses à construire. Maintenant, avec aussi une envie de vivre. Hein, je me sens quand même assez affamée. Je vais l'air très calme comme ça, mais j'ai envie de profiter de beaucoup de choses et de rattraper en quelque sorte le temps perdu. En tout cas, de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant et que je peux faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut toujours garder l'espoir. On dit l'espoir fait vivre. Ça peut, pour certains, ils le disent de façon ironique. Mais moi, je pense que c'est vrai, que l'espoir fait vivre. Et qu'il y a un espoir et c'est ce qui nous maintient en vie. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuelle Jouette. Et je voulais d'abord remercier Pascal Cacot et l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont sollicité pour animer cette table ronde. Je suis un peu émue, puis c'est l'histoire des émotions, c'est pas que dans le théâtre. Hein, Donc, on va faire plusieurs choses. Je ne sais pas si on va répondre à cette question, le rétablissement, oui, comment, mais on va essayer de faire plusieurs choses ensemble. Moi, je travaille avec Tim Grison, que certains d'entre vous ont dû voir ce matin, je crois, et connaissent. Je suis chercheur en sciences de l'éducation. Alors, pas à la pédagogie, je ne m'occupe pas des enfants, il y a plein de gens qui s'en occupent, c'est très bien. En fait, je m'occupe du côté des sciences de l'éducation sur une question et une vision qui est celle que la vie est une occasion d'apprentissage. En fait, on apprend, c'est l'hypothèse qu'on en apprend tout au long de sa vie, dès sa naissance jusqu'à son dernier souffle, et qu'on apprend tout au large de sa vie, dans toutes les identités, dans toutes les fonctions qu'on peut avoir et tous les moments de vie que l'on a. Donc ça, c'est le premier cadre dans lequel j'interviens.
Et comme je travaille au sein d'un laboratoire de recherche en santé mentale, évidemment, je l'ai spécifié par rapport à la maladie, pas que moi, hein, on est avec un ensemble de chercheurs. Et la question de recherche que je vais sans doute me poser pendant un certain temps avant de trouver quelque chose, c'est, et je vous la pose, que vous l'ayez dans votre tête tout au long de ce moment quand on va parler de rétablissement, parce que ça a à voir avec ça. Est-ce que vous considérez qu'un jour vous avez été malade ? Je pose toujours les questions en préalable parce qu'un jour j'ai posé la deuxième question à un ensemble de médecins, d'étudiants en médecine, et il y en a qui m'ont répondu non, paradoxalement. Donc la question c'est de savoir, est-ce que si un jour vous considérez que vous avez été malade et que vous réfléchissez à ce moment, à un moment précis, ça a été un moment de maladie aiguë ou un moment de maladie chronique, etc. La deuxième question, c'est celle-là, ma question de recherche, c'est qu'est-ce que vous en avez appris ? Vous m'entendez ? Est-ce que la personne a été rendue malade ? Vous avez dit un certain temps. En fait, ce sera un moment. Est-ce que vous vous souvenez à un moment où vous passez à un moment où vous considérez que vous avez été malade ? Parce que vous avez été rendu malade ou parce que vous êtes en état où vous vous dites bon, là, je suis malade. Et là, qu'est-ce que vous en avez appris ? Mais au début, la personne n'était pas d'accord de dire que oui, je suis malade, mais après, il a rendu compte qu'il était malade. Bon. Donc, elle a appris des choses. Il a appris des choses, oui. Mais bon, après, en voyant ce qu'il voulait faire et après ce qu'il a vu, il a dit que ce n'était pas possible. Donc, après, il a rendu compte qu'il était malade. Mais au début, il ne voulait pas avouer, il ne voulait pas accepter qu'il est malade et aller voir les personnels de santé. Donc, elle a appris, en fait, cette personne à accepter les choses et à demander de l'aide. Exactement. Et ça, c'est une compétence. Exactement. Et c'est ça dont on va parler par rapport au rétablissement. D'accord. Je ne vais pas plus loin. Donc, ma question de recherche, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on apprend de la maladie et en santé mentale, qu'est-ce qu'on apprend de la maladie avec l'expérience des troubles psychiques. Donc voilà, et on va continuer là-dessus. Donc, je suis censée vous parler un peu de rétablissement et de ces questions-là. Et puis, avec moi, on a donc Raphaël. Raphaël Denergard, donc je travaille à l'association Vivre. Je suis chargée du partenariat institutionnel avec les personnes accueillies. Donc le but de cette mission, c'est de créer du lien, toujours du lien entre les personnes accueillies au sein de l'association et le personnel, les professionnels de l'association, essayer de mettre en avant toujours et encore la parole des personnes accueillies. Et puis de travailler aussi sur les notions de rétablissement, les notions d'inclusion sociétale, et puis tout ce qui tourne et qui gravite autour de ces deux notions, l'inclusion aussi, et voilà. Ok, à côté de toi, il y a Doris Patou, donc qui fait partie d'un GEM. Oui, je fais partie du GEM l'éclaircie à Fontenay-aux-Roses. Oui. Donc, je vais d'abord. J'ai pas l'habitude de parler en public, donc je vais essayer d'utiliser des mots simples. Doris, je vous interromps, on va présenter votre voisin avant, d'accord ? Ok. Oui. Et donc, à côté de vous, il y a Jean-Claude Delgène. Vous êtes qui ? Merci. Je suis le fondateur et le directeur général du cabinet Technologia, qui est un cabinet un peu référent en matière de prévention des risques liés au travail. Nous travaillons beaucoup sur, bien entendu, je dirais des conséquences de rythme parfois frénétiques que l'on retrouve dans les entreprises et qui peuvent créer des handicaps psychiques avec le passage par la borne épuisement professionnel. Et on travaille beaucoup sur des pratiques qui visent à permettre à des salariés de revenir au travail après avoir subi ce type de choc professionnel. Donc on travaille sur ces questions de rétablissement, de guérison aussi. J'ai écouté le film. Voilà, donc on est dans cette dynamique de mieux comprendre comment en fait se fait l'adéquation entre l'individu et le corps qui l'accueille, le corps collectif qui l'accueille, et quelles sont les conditions à réunir pour que les choses se passent au mieux. Voilà. Ok, merci.
Encore une précision avant de vous dire 2-3 choses, c'est que je parle vraiment en participant avec vous. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis au laboratoire de recherche, que je travaille sur ces questions-là. Mais évidemment, je vois parmi vous des gens que je connais bien qui sont vraiment dans les mouvances et vous l'êtes. Soit vous commencez à l'être, ou soit vous le pratiquez depuis longtemps, ces approches par rapport au rétablissement. Donc, je n'ai pas l'intention de vous apprendre des choses, j'ai l'intention d'en apprendre et qu'on puisse ressortir chacun d'entre nous avec quelque chose en plus dans notre musette lorsqu'on va sur ces questions de rétablissement. Donc, voilà un peu la posture sur ce moment ensemble. Si on a vu là donc quelques témoignages ou quelques paroles, je veux bien qu'on en fasse encore quelques-unes dans la salle. Si je vous dis se rétablir, en un mot, pour vous, c'est quoi? Oui, il y a déjà un monsieur qui veut prendre la parole. Oui. Je ne sais pas si le micro marche. Oui, le micro marche. Vous avez demandé tout à l'heure ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on entendait par être malade? Non, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on était malade? Qu'est-ce que pour vous être malade? Qu'est-ce que vous en avez appris? Ouais. Qu'est-ce que j'en ai appris? Ouais. Moi, je considère que je suis toujours malade. Oui. Puisque même si c'est la chimie qui rétablit la raison en moi, la prise de contrôle de mon cerveau, sans chimie, je perds le contrôle. Donc je me considère comme malade. C'est comme ça, c'est la définition même. Bon. Après, il peut y avoir de la rémission, il peut y avoir un rétablissement, comme vous dites, un rétablissement, mais on est toujours malade, hein, c'est des maladies chroniques. Hein. Je pense en fait qu'il ne faut pas mélanger la guérison et le se rétablir. Je pense que c'est deux choses différentes en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas guéri, mais vous êtes en rétablissement. C'est différent. Donc pour d'autres personnes, se rétablir, c'est quoi? Et vous pouvez penser, moi je vis avec une maladie chronique, somatique depuis des années, et donc j'ai une petite question une petite réponse, une petite expérience de ce que serait un chemin de rétablissement pour vous tous qui êtes là, les professionnels aussi. Ça voudrait dire quoi, se rétablir? Mais pensez pas forcément aux gens que vous accompagnez quand vous êtes professionnel, pensez à vous. Stabiliser. Bonjour. Stabiliser la maladie. D'accord. Tout simplement. Donc que vous soyez alors, moins que ce soit mal. maladie psychique, maladie chronique ou autre, qu'on puisse la stabiliser. D'accord. Qu'il n'y ait pas d'évolution. Ok. Qu'elle reste. D'autres choses. Je vais aller vous chercher au fond. Hein. Attention, je suis capable de descendre, alors dépêchez-vous. Récupérer la totalité de ses moyens physiques et psychiques. Marche pas. Ok. D'autres choses? Oui, pour moi, un signe de rétablissement, c'est pouvoir faire à nouveau des projets. Mais c'est un signe. Oui. Voilà. D'accord. Là-bas. Oui, bonjour. Pour moi, c'est l'autonomie dans le traitement. Expliquez-moi. Dites-moi ce que vous entendez, ce que vous voulez dire. C'est être capable de s'organiser son traitement et de ne pas avoir besoin que quelqu'un participe, voilà, de l'avoir en autonomie. D'accord, vous y arrivez? Je ne prends pas de traitement toujours, mais quand j'en ai besoin, oui, c'est généralement d'avoir conscience qu'à un moment T, on doit le prendre, par exemple, si c'est conseillé. Ouais. D'accord, non pas faire comme 70% des gens qui, lorsqu'ils achètent un traitement, ils vont chez le médecin, ils vont à la pharmacie et on le pose dans une petite assiette où on a tous les médicaments et on en prend un ou deux, puis après on arrête. Pharmacie qui déborde. Ouais. D'accord. On est 70% à faire ça, à ne pas suivre les prescriptions médicales. Se rétablir. Après, là, après un moment de déséquilibre, en fait, se retrouver, oui. Essayer de créer quelque chose de nouveau avec un élément qu'on n'avait pas avant. Et cet élément, ce serait ce serait ce qu'on a vécu à travers la maladie. D'accord. Ok. Oui. Se rétablir, pour moi, serait ne plus avoir envie de mourir.
plus avoir envie de mourir. Très bien. Philippe qui veut nous dire quelque chose. J'ai des alliés dans la salle, alors c'est plus pratique. Oui, alors pour moi, ce serait un verbe, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Oui, pour quitter un état de mal-être quasi permanent pour avoir accès à un état de mieux-être, voire des états de bien-être. Ok. Bonjour. Pour moi, se rétablir, c'est réussir ce qu'on souhaite entreprendre et aller de l'avant. Ok. Je vais arrêter là parce qu'il va falloir qu'on avance. Et je suis absolument pas en contrôle du temps, donc il faut m'arrêter. On voit dans ce que vous dites qu'en fait le rétablissement, ça a l'air, ou se rétablir, ça a l'air aussi de ne pas être si simple que ça dans la représentation qu'on en a. Des gens à la fois parlent de guérison, de non-guérison, retrouver son potentiel ou pas. Il y a quand même l'histoire d'aller mieux qui est là, et aussi de retrouver des possibilités d'agir. On a beaucoup entendu ça. Alors, la possibilité d'agir, on reviendra là-dessus. Derrière ça, on entend il y a ce gros mot de empowerment qui est là, de notre capacité à agir, ce qu'on peut faire. Donc, le rétablissement, c'est ce que vous avez là dans vos têtes. Et moi, je vais juste vous recadrer des petites choses au niveau historique et culturel. Pour savoir un peu d'où ça vient et où on en est en France. Vous avez peut-être déjà entendu ces informations-là ou ces données-là, et si vous voulez compléter des choses ou si vous pensez que je dis des bêtises, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. En fait, et aussi une autre chose, je prends beaucoup de précautions, mais c'est important. Si mon discours peut paraître agressif parfois à certains professionnels, c'est aussi un discours de ce qui s'est passé et comment des personnes qui ont commencé à s'engager dans ces mouvements de rétablissement se sont positionnées vis-à-vis de la psychiatrie. Donc, le mot de rétablissement, on le note chez Pinel. Donc, comme quoi les annihilistes commençaient déjà à utiliser ce mot-là, évidemment pas complètement dans la même acceptation que celle que l'on a aujourd'hui, mais quand même, il utilise le mot de se rétablir chez Pinel. Les psychiatres et les aliénistes français ont oublié ça, et on le revoit plutôt ressurgir du côté des anglo-saxons et dans les groupes d'autosupport que sont les alcooliques anonymes, qui ont commencé à parler, eux, en premier, de ce chemin de rétablissement, ce processus de rétablissement. L'idée, effectivement, qu'à un moment, on n'est pas condamné à la maladie, on n'est pas condamné à être un alcoolique et à finir sa vie étiquetée, exclue de la société avec cette étiquette morale-là, mais qu'on peut aller mieux et qu'on peut ensemble partager ce problème-là ou ces questions-là et apprendre à vivre avec. Donc c'est les alcooliques anonymes, on est dans les années 30, donc ça fait quand même un certain temps qu'il y a eu ça. Et puis, je vous fais un autre bond en avant dans l'histoire, et on se retrouve dans les années 60 aux États-Unis, où on va avoir deux choses qui vont se passer. C'est les personnes qui ont... Alors là, j'utilise le mot patient, vraiment, qui sont les patients des hôpitaux psychiatriques. Les hôpitaux psychiatriques vont être fermés de façon assez brutale dans les années 70-80 aux États-Unis, mais un peu avant. Ces personnes-là vont commencer à témoigner, à prendre la parole, d'où l'importance de Doris avec nous, et à se dire, à se raconter. C'est Foucault qui dit que les personnes exclues, en fait, on parle, on les parle, mais ils ne se parlent pas. Et donc l'idée là, en fait, le mouvement un mouvement qui est très, très fort, qui s'est appuyé sur les mouvements des droits civiques, des populations, des Noirs, des homosexuels, des femmes, etc. Sur les campus américains, évidemment avec aussi tout ce qui s'est passé au niveau du Brésil, etc. Enfin, les populations avec Paulo Freire, des opprimés et tout. On revient au Théâtre Forum. Là, les personnes vont dire maintenant ça suffit. Je ne suis pas une maladie, je suis une personne, premièrement, et ce n'est pas parce que je suis schizophrène ou que j'ai un trouble de schizophrénie que ma vie est fichue. Et moi, je vais vous raconter ça. Je vais prendre la parole, je vais prendre ce micro-là. C'est pas toi, Emmanuel, dans ta position d'experte, qui va parler à ma place, c'est moi qui vais dire ce que j'ai vécu, ce que je suis.
Et je vais faire ces choix dans le langage. Et il y a quelque chose de très très fort dans la notion de rétablissement qui est la notion de narration de soi. C'est parce qu'on permet aux personnes de se raconter, qu'elles vont se raconter à nouveau et qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont appris des choses et que leur vie vaut quelque chose. Et c'est très très fort cette notion-là de narration de soi. Souvent on cite quand théoriquement on se raccroche à Paul Ricoeur, parce qu'on n'a pas beaucoup de philosophes qui ont marqué les choses en France, donc, les contemporains, donc on en a un, on ne lâche pas, donc, qui parle de ça, de cette reconfiguration de son chemin et de son identité et de son parcours. Et donc les patients, les personnes, les usagers de la psychiatrie aux États-Unis vont dire ça, ils vont à manifester, ils vont aller dans la rue, ils vont témoigner, ils vont écrire des livres, ils vont aller à la télé et ils vont dire voilà ce que j'ai vécu moi et je ne suis pas condamné à une vie de sous-citoyen. Et derrière, ce qu'il y a, je ne suis pas condamné à une vie de sous-citoyen tel que vous, et c'est là où ça devient agressif, tel que vous, professionnels de la psychiatrie, et vous, société, m'avez condamné lorsque vous m'avez dit que j'avais cette maladie-là et la façon dont vous m'avez traité. Donc il y a à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre aussi d'un mouvement d'opposition ferme, qui est de dire que dans le témoignage, dans la prise de parole, dans les récits de soi, les personnes alors ont voulu dire je peux vous montrer que je peux me remettre de la vie, des symptômes de la schizophrénie, de la dépression, des troubles bipolaires, etc., même si ça ne s'appelait pas comme ça. Je peux m'en remettre, je peux vivre avec. Donc je vais vous dire comment je fais et voilà qui je suis, premièrement. Et deuxièmement, je peux me remettre des effets délétères qu'ont fait sur moi les 35 ans que je viens de passer dans les services psychiatriques. Je vous rappelle, historiquement, ça, on est dans les années 60-70, c'est encore le cas. Les choses ont évolué, mais c'est encore ça. Donc, et puis dans le monde, c'est encore le cas. Il y a encore des endroits où ça perdure de cette façon-là. Donc il y a bien ces idées-là, de dire je me raconte pour pouvoir montrer que je peux me remettre des symptômes de la maladie et puis que je peux me remettre des effets d'exclusion, notamment d'exclusion sociale, que m'ont fait le fait de passer par les hôpitaux psychiatriques, etc. Et puis parallèlement, et de façon complémentaire à ça, il y avait des psychiatres, des chercheurs qui faisaient des études longitudinales qu'on n'a toujours pas en France. Donc ça, c'est le boulot de Pascal, qui est de moi et d'autres chercheurs, qui ont regardé ce qu'on appelle des méta-analyses, donc des analyses de recherche, et qui se sont rendus compte en fait que au bout de quelques dizaines d'années, ça peut aller entre 20 et 35 ans. Les personnes, on a entre 45 à 70%, alors la marge elle est importante, mais selon les études, entre 45 et 70% des gens qui se remettent, qui se disent rétablir. C'est-à-dire qui ne sont plus hospitalisés, qui fonctionnent, entre guillemets, c'est des critères médicaux, hein, qui fonctionnent dans la société et qui ont une bonne qualité de vie, qui vivent la vie qu'ils ont envie de vivre, comme disait la dame là-bas. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on avait à la fois, dans ce moment-là, à la fois des gens concernés par les troubles psychiques et par le vécu dans le système de soins, dans le système d'accompagnement médico-social, qui disaient on va mieux, on peut se débrouiller, on peut avoir la vie qu'on a envie d'avoir, on peut faire les choix qu'on veut, premièrement. Et deuxièmement, c'était corroboré, appuyé par des études scientifiques. On a mis du temps à aller voir ces études scientifiques, on les voit, et je vous le dis, on ne les voit toujours pas. Par exemple, chez nous, l'étude longitudinale qui va montrer que des années 85 à 2015, les personnes vont mieux, elle n'est pas faite. Donc il y a du travail à faire là-dessus. Donc ça, c'est vraiment cette notion qui est importante dans le rétablissement. C'était pour vous montrer en fait au niveau historique et culturel d'où ça vient, comment on en a parlé. Dans les valeurs que cela concerne, que la notion de rétablissement emporte avec elle, je vais vous en donner 5, il y en a davantage. Mais on a déjà un tout petit peu parlé de cette histoire de récit de soi, cette narration de soi. Je ne me laisse pas raconter par un psychiatre, je ne me laisse pas raconter par un psychothérapeute ou par un assistant social. Ce n'est pas eux qui racontent ma vie avec leur prisme de professionnel. C'est moi qui raconte ma vie avec ce que j'ai vécu, avec mon identité, avec ma personnalité, avec ma culture, avec ma famille, avec mes descendants ou mes ascendants derrière moi et avec moi. C'est moi qui dis. Donc il y a vraiment cette idée-là de narration et à chaque fois en plus elle est revalidée
à chaque fois qu'on la répète ou qu'on la redit une nouvelle fois. Moi, là, je suis devant vous, ça fait quand même un bon bout de temps que je raconte ces histoires de rétablissement. Je ne reprends jamais les choses de la même façon. Et à chaque fois, j'apprends dans le cadre nouveau. À chaque fois que je change de cadre, je vais apprendre de nouvelles choses et je vais les voir de nouvelles façons. Et donc, je vais me voir, moi, en vous racontant ça d'une nouvelle façon. C'est ce que ça fait que de témoigner à chaque fois aussi. Quand on est gémeur, quand on est médiateur santé-père, etc., quand on intervient et qu'on utilise la parole dans une fonction particulière. Donc ça, c'est très important. L'autre chose que ça fait là-dedans, et c'est que c'est l'autodétermination. C'est je m'autodétermine dans mon chemin de vie et je fais les choix que je veux, pour moi, que je juge bon, moi, pour moi, pas que vous, société, professionnels, amis, famille, pensez bon pour moi, ce que moi je veux faire pour moi. Deuxièmement. Et ça, on verra ça peut-être plus tard, tout à l'heure, c'est comment l'organisation dans laquelle on œuvre prend en compte et donne la possibilité à chaque personne, à chaque citoyen, de s'autodéterminer. On ne s'autodétermine jamais tout seul. On est dans un lieu, dans une organisation. Comment vivre permet aux personnes qu'elle reçoit, qu'elle accompagne, de s'autodéterminer, de faire ses choix. Et ça, c'est les enjeux hein, dans la co-construction. On est vraiment là-dedans. Et donc, on a cette notion de récit de soi, de narration de soi, d'autodétermination. Et dans les 5 valeurs dont je voudrais vous parler, je vous donne une petite grille mémotechnique pour ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, la grille, c'est moi qui l'ai reprise en français, mais les 5 valeurs, ça vient d'une personne qui était usagère de la psychiatrie et qui vient de ces mouvements donc, de survivants de la psychiatrie aux États-Unis. Et donc, c'est la grille, les 5 mots, les 5 lettres, c'est espère. Et quand je vous dis espère, vous entendez? Oui, espoir. Et c'est le premier E, la première lettre, le E de espère, c'est espoir. L'espoir, et je vous redonnerai la parole parce que je vais perdre mon fil parce que je yoyote un peu de temps en temps, ça commence à être la vieillesse, donc je vais finir et puis on va parler. L'espoir, c'est cette notion-là qui a été brandie sur les pancartes, dans les manifestations, quand les personnes ont commencé à défiler et commencé à se raconter, à dire ce qui leur est arrivé. C'était quoi l'espoir? C'est l'espoir que je peux avoir une vie qui soit une vie comme je l'aime moi, et pas une vie à l'hôpital, et pas une vie dans une chambre d'hôpital pendant 30 ans, ou de sous-citoyen, une vie où je peux avoir des enfants sans qu'on me rende des comptes à la société, où je peux avoir des relations sexuelles avec la personne que j'aime, sans en rendre compte à personne. L'espoir que je peux avoir le travail que j'ai envie de faire. Donc c'est l'espoir de ça, et l'espoir que les choses sont possibles. Ça ne veut pas dire que n'importe quoi est possible. Évidemment, c'est cadré par rapport à ses compétences, à ses savoirs, mais c'est aussi avoir cet espoir du possible. Donc ça, c'est premièrement. Le deuxième, c'est le soutien. Donc, dans l'idée du soutien, c'est dire qu'à la fois, c'est important qu'il y ait des professionnels comme vous qui accompagnent, qui soient dans le soutien des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, mais c'est aussi dans la réciprocité. C'est aussi comment des gens qui ont vécu des troubles psychiques pendant toute une vie peuvent soutenir à la fois les professionnels, leurs familles, peuvent participer, donc c'est aussi dans la notion de participation à des choses autres, et soutenir aussi d'autres personnes. Comment elles peuvent apprendre à d'autres personnes comment on prend des médicaments, comment on anticipe des signes, on voit des signes avant-coureurs d'une crise, comment on discute avec son psychiatre, parce que c'est un sacré boulot, hein, discuter avec son psychiatre. Comment on convainc son psychiatre que non, la semaine prochaine, je ne prendrai pas ces médicaments parce que j'ai un autre projet et que je voudrais bien que vous acceptiez ça et que j'ai bien l'intention de ne pas ressortir sans ça. Comment on fait? C'est des compétences, c'est des savoirs. Et ça, c'est en discutant avec d'autres personnes qui connaissent la maladie, qui connaissent ce parcours-là et qui peuvent me soutenir que je peux faire ça. Et puis, je peux devenir un père aidant. C'est ce qu'on fait dans les GEM. Il y a tout à fait cette notion de soutien-là. Oui, oui, tout à fait. Je finis, puis je vous laisse vraiment. Le P, c'est plaidoyer. Plaidoyer, c'est à la fois être ici et dire ça, de parler de rétablissement, être en place dans des sphères publiques, défiler de toutes les manières possibles pour se montrer en tant que citoyen et pour agir dans la société et pour contribuer dans cette société dans laquelle on est. Mais c'est aussi plaidoyer de façon pour avoir l'accès à ses droits et les revendiquer, mais aussi de façon très, très, je dirais, même dans des petits endroits. Plaidoyer à faire en sorte qu'on ne garde pas un pyjama dans un service psychiatrique.
aujourd'hui en 2016 en France. Si j'ai pas envie de garder un pyjama, ma dignité de femme, c'est de ne pas être en pyjama dans la journée parce que personne n'est en pyjama dans la journée. Et parce que je suis pas. Donc, comment je fais pour défendre moi, c'est juste ce truc-là. Par exemple, plaidoyer, et là je vais être un peu plus provocatrice, pour que lorsqu'on on parle de moi, c'est toujours avec moi. Rien sans moi, sur moi sans moi. Ça, c'est les slogans des usagers, et puis c'est repris dans toutes les défenses des droits de l'homme. Rien sur moi sans moi, ça veut dire pas une synthèse médicale, pas une synthèse sociale, sans que je ne sois présent. Imaginez ce que ça fait de savoir que dans une salle, il y a 10 personnes qui sont en train de parler de ma vie, sans que je sois là, et qui me font attendre dans le couloir pour me faire entrer, pour me dire « Bon voilà, comment ça va se passer ce projet-là ?» C'est ça le plaidoyer aussi, c'est comment on y arrive. Et je sais très bien que là, quand je dis ça, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord ou qui fonctionnent autrement, mais parlons-en, au moins parlons-en. Et moi, de mon côté, j'agirai pour que ça arrive, pour que ce soit comme ça. Le P, le R, alors c'est l'empowerment, du côté plutôt de formation. Donc là, c'est l'idée de on se construit par des savoirs, avec des savoirs, dans des savoirs, avec les gens, avec des professeurs, ou dans les GEM, mais on apprend tout le temps. Et donc, on exerce ses droits, mais je vais aller vite sur l'empowerment parce que ça nous demanderait une journée entière. Et l'autre, c'est la responsabilité personnelle. Le R de ESPER, c'est responsabilité personnelle. Ça vient d'une chose et c'est super important. Moi, je l'ai compris en étant malade. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable de la maladie somatique que j'ai. J'en suis pas responsable. En revanche, je suis responsable de la vie que je mène avec. Et de comment j'arrive à gérer les symptômes, à être bien dans la vie, à être souriante devant vous là. Et c'est de ma responsabilité à moi et personne d'autre ne peut agir là-dessus. Voilà, espère. Évidemment, derrière, il y a espoir et c'est le mot le plus important que les usagers de la psychiatrie mettaient. Je vais m'arrêter là sur la notion de rétablissement. Je pense qu'il y a des milliers de choses à faire et à compléter. Et puis, je pense que tout à l'heure, ça m'intéresserait. Je sais qu'il y a des médiateurs santé-père dans la salle. Ce serait intéressant de savoir comment ils engagent tout ça. Voilà. Bonjour. Voilà, moi, en premier, je vais vous parler du GEM. Le GEM est un groupe d'entraide mutuelle. Il est composé d'une 50aine d'adhérents qui sont tous le GEM, qui est responsable du GEM et sociétaire du GEM. Alors, c'est un établissement qui n'est pas médicalisé. Il permet de rompre l'isolement par ses multiples activités du lundi au samedi de 14h à 18h. Et il y a également un repas convivial le samedi qui est animé par les adhérents. Et il y a des sorties le samedi, cinéma, et sorties dans Paris le dimanche. Voilà. Donc, moi, je suis arrivée au GEM en 2015, c'est par l'intermédiaire de Cap Emploi. Et c'est qui m'a envoyé survivre, rencontrer ma conseillère, Madame Esmat, qui m'a parlé du GEM et qui m'a recommandé d'y aller. Au début, j'ai participé à des ateliers d'Oin, c'est une sorte de yoga doux, shiatsu, détente du corps, chant. Puis ensuite, j'ai commencé par animer un atelier dessin et poésie. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mon état de santé allait beaucoup mieux. Je me suis découverte plusieurs dons, notamment en dessin, poésie, chant. Les dessins, j'en ai fait une trentaine, la poésie, une trentaine aussi. Le chant, on me dit que j'ai une voix assez fine. J'ai fait une trentaine d'œuvres à peu près en modelage. Je fais de la gouache et de la peinture à huile. Et je suis complètement intégrée dans l'artistique grâce au GEM. Je ne pense pratiquement plus à mes problèmes psychologiques. Pour moi, le GEM est une ouverture vers la détente où l'on peut également rencontrer des personnes avec lesquelles on peut dialoguer, échanger des idées, conseiller, rassurer, motiver sur les ateliers des personnes un peu hésitantes. Quand il m'arrive d'être stressée, je dessine parce que le dessin me permet de
faire sortir en moi la maladie sur le papier parfois. Et c'est une détente. Je m'investis beaucoup dans le GEM et j'aime ça. J'ai commencé par faire des gestes écologiques. Donc, on m'a proposé de devenir référente développement durable. Et puis, par la suite, on m'a demandé si ça m'intéresserait de faire partie du conseil d'administration, donc j'ai accepté. Je suis membre du bureau. Je suis devenue adjointe trésorière et je suis dessinatrice littéraire du journal du GEM, dont j'ai déposé un exemplaire là-bas. J'ai encore des choses à vous dire. Au sein du GEM se trouve également l'association Culture du Cœur, qui propose également des sorties gratuites tous les jours de la semaine. Alors pour moi, la vie du GEM pour moi est importante et enfin je termine. J'espère qu'ils existeront toujours et prendront de plus en plus d'ampleur. Merci. Merci. Alors, en fait, je voulais vraiment remercier beaucoup Doris d'avoir écrit ce petit, merci, c'est gentil, ouais. Ce petit message. Ouais. Donc, en fait, finalement, quand on écoute ce que vient de nous dire Doris, on se rend compte que le rétablissement, ça passe essentiellement par l'activité, oui, oui. par la rencontre de l'autre. Oui. Et c'est vrai que ce soit au sein du GEM, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Vivre depuis 3 réunions déjà, c'est essayer de faire venir un maximum de personnes accueillies, des représentants de chaque structure. Et finalement, ça nous permet de tous nous connaître. Oui, j'arrive vraiment à oublier la maladie presque en totalité. Hein. Voilà, donc c'est vraiment à travers l'activité. C'est vraiment le GEM, pour moi, c'est une bouée de sauvetage. C'est magnifique. Donc ça peut être par l'emploi, ça peut être par une activité autre, telle que l'activité artistique. Oui, je continue le dessin et la peinture à huile. Je fais ça dans un atelier au PC Robinson notamment. Et j'ai commencé à faire des petits tableaux à peinture à huile qui sont très, très beaux. Oui. Donc je continue dans cette voie-là. Voilà. D'accord. Et moi j'ai une question. Je voulais savoir finalement, comme on a vu avec Emmanuel, finalement, le rétablissement, selon vous, à part l'emploi, l'activité, par quoi ça peut passer? C'est une question que j'aimerais poser à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, selon vous, peuvent faire avancer cette notion de rétablissement? Excusez-moi, c'est un peu... Allô? C'est un peu, excusez-moi de revenir sur le sujet, mais comme la laïcité, ça passe comment? Par les échanges, l'accompagnement, la communication, le vivre ensemble et l'amour, bien sûr, c'est très important, bien sûr. Poésie. La poésie, la rêverie aussi. Côté artistique. Bravo, madame. Hein. Oui, bravo. La rêverie aussi, c'est très important de rêver. Bien sûr. Oui. Et d'être dans le présent, toujours dans le présent. Comme la méditation de pleine conscience. Voilà. Alors aussi, ce que moi je voulais rajouter, c'est que le rétablissement, on a beaucoup parlé de co-construction aujourd'hui. Donc la co-construction, c'est quoi? C'est travailler ensemble, c'est essayer de faire avancer ensemble, toujours ensemble. Et pour moi, le rétablissement, c'est de la co-construction. Ça passe aussi par ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que tout le monde se met ensemble, la personne malade, mais aussi les professionnels, les associations, la famille. Tout ça, ça se met ensemble, ça fait une espèce de petite famille qui se recrée pour avancer vers la co-construction. Et je pense que finalement, c'est la co-construction, l'inclusion et le rétablissement, ça va de pair. On va peut-être passer le micro. Oui, je crois qu'il y a aussi une dimension qui est très importante, d'ailleurs, qui a été très bien exposée par Madame, à savoir la question de la reconnaissance.
le fait qu'elle peut se construire, elle se construit, mais elle se construit sur le regard des autres, qui apprécient ce qu'elle fait, qui l'incitent à prendre des responsabilités, et elle prend ses responsabilités. Et donc, je pense que la question de la reconnaissance dans la co-construction est une vraie source de rétablissement. La reconnaissance, c'est ce qui nous permet de faire grandir en nous cet esprit de responsabilité, cette envie, ce désir de la vie, et qui nous donne aussi beaucoup de plaisir parce qu'on a tous une dimension narcissique. Oui, je vais rajouter une chose. Oui, pardon. Il y a quelqu'un qui veut parler. Moi, je pense que le rétablissement... Ah, il est là. Là, juste à droite. Emmanuel. Oui, je pense que le rétablissement des personnes malades dépend de plusieurs facteurs. Et aussi, je pense que quand tu arrives à reconnaître une maladie et que, sachant que cette maladie, tu ne l'as pas attrapée, tu es né avec, et que on te fait comprendre que cette maladie est inguérissable, qui suscite après aussi des troubles psychiques et autres, et que tu es condamné à ne que prendre des médicaments, le rétablissement, pour t'amener vers un bon rétablissement, sur le chemin de rétablissement, je pense pour ma part que la vie associative de Gênes peut te permettre de te comporter comme des personnes normaux. Parce que moi je suis né malade, mais je vis comme quelqu'un qui n'est pas malade. Parce que je participe aux activités de GEM et aussi je m'écoute surtout. C'est ça. Il y a plusieurs sortes de facteurs qui peuvent t'amener sur le chemin de rétablissement. Mais ne pas aussi confondre le chemin de rétablissement par rapport au principe, c'est-à-dire aux objectifs de la prenance de tes médicaments. Ça, c'est fondamental, parce que on peut beau bien croire que tu es malade, tu es venu au monde malade, mais il n'y a pas miracle pour que tu sois guéri. Par exemple, ceux qui ont des maladies du sang. Voilà. Donc, moi, je trouve, pour ma part, il faut l'implication personnelle de toutes sortes de malades qui veulent vraiment prendre une autre vie des personnes normaux. Donc, c'est ce que moi, je vous suggère comme idée. C'est une proposition que je vous ai faite. Donc, vous notez. Donc, je m'arrête là. Et puis... Monsieur Lavac, moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de personnes normales et des personnes qui ne sont pas normales. Il y a juste une diversité. Il n'y a pas de normalité. Oui, merci pour votre intervention. Je voulais dire que le rétablissement, ce n'est pas se soigner, parce que soigner, c'est soigner. Donc, mais plutôt guéri. Voilà. Un petit lacanisme, merci. C'est la langue des oiseaux. Jacques Lacan sort de ce corps. Oui, vous disiez que le rétablissement, c'est se raconter, c'est la narration de soi. Pour moi, ça implique un processus de subjectivation. Or, la personne ne peut pas se construire seule. Il exige nécessairement la présence d'un autre. Et pour moi, le rétablissement passe par une rencontre. J'oserais dire un tuteur de résilience. Pour moi, le rétablissement a quelque chose en lien avec la résilience aussi, qui implique la rencontre d'un autre, qui va faire en sorte qu'on va se raconter, qu'on va parler de soi. Mais l'humain ne se fait pas seul. Je pense que même dans les cas de pathologie psychique, c'est qu'à un moment donné dans notre histoire, l'autre a manqué. L'autre a manqué de manière brutale et violente. Et le rétablissement passe nécessairement par la rencontre d'un autre, parce que l'humain ne se fait jamais seul, a toujours besoin d'un autre et toujours en lien avec les autres. Le rétablissement, pour moi, ça passe, je le répète, parce que c'est important pour moi, passe par la rencontre avec un autre qui va éveiller en vous, qui va faire en sorte que vous allez vous raconter, que vous allez être acteur de votre vie, que vous n'allez plus vous voir comme une victime, mais plutôt comme une personne fragile, mais qui a envie d'avancer, qui a envie d'être
voilà, qui est sujet d'elle-même, voilà, et non pas objet des emprises qu'elle subit. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste revenir sur cette notion de reconnaissance parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, là, alors, il y a la reconnaissance dans sa notion habituelle de reconnaître l'autre, etc. Moi, ce sur quoi je travaille pas mal en ce moment, c'est la notion de la reconnaissance des savoirs. Parce que quand on parle de reconnaissance, de construction de soi, etc., il y a quelque chose qu'il ne faut vraiment pas dénier lorsqu'on intervient, lorsque vous intervenez, lorsque vous êtes on est ensemble, la co-construction, qu'on vit ensemble et tout. C'est quand même qu'on ne naît pas dans des systèmes qui nous reconnaissent de la même façon. Et que les systèmes de savoir dans lesquels comment on construit nos savoirs, les organisations ne le reconnaissent pas de la même façon. Je m'explique. Lorsqu'on est médecin, on a construit ces savoirs au travers d'une institution extrêmement prestigieuse, qui est l'Académie de médecine, etc. Et on a acquis, je ne sais jamais, non seulement donc des savoirs et une reconnaissance que personne ne vient mettre en cause socialement. On vient de temps en temps le mettre en cause pour telle ou telle chose. Bon, après, des fois, ils nous font quand même des bêtises, des grosses bêtises. Donc là, on vient quand même les titiller. Mais autrement, il y a quand même cette reconnaissance sociale très, très importante qui n'est pas du tout la même que celle de la reconnaissance dont moi je parle particulièrement, mais dont toutes les personnes parlent dans le rétablissement, les médiateurs aussi et les personnes qui sont concernées. C'est la reconnaissance des savoirs qu'on acquiert tout au long de l'expérience de la maladie. Tout au long d'expériences du vécu avec les troubles psychiques. Et ces savoirs-là, l'idée du rétablissement, c'est aussi de dire il est important de plaidoyer et de dire et d'affirmer que les savoirs de l'expérience, les savoirs subjectifs dans l'expérience singulière, sont tout aussi importants et complémentaires avec les savoirs médicaux, avec les savoirs des travailleurs sociaux, parce qu'ils en ont beaucoup, avec les savoirs de l'administration et les savoirs politiques. Donc ça, c'est vrai, ils sont importants pour qu'on puisse être dans le partenariat, pour qu'on puisse être dans la co-construction. La chose qui est aussi, à laquelle il faut faire attention alors lorsqu'on dit ça, c'est de ne pas avoir un discours angélique et de les dénier, de faire comme si les différences n'existaient pas. Les médecins ont plus de pouvoir que moi dans la société. Je suis docteur, mais pas en médecine. Dommage. Mais bon, par exemple, si je voulais avoir plus de pouvoir, il aurait fallu que je sois médecin. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est important de pouvoir, en tant qu'association, en tant qu'institution qui reçoivent des gens qui ont des savoirs, qui sont dans une situation de vulnérabilité, aussi dans les représentations sociales, ne jamais mésestimer le poids de la discrimination sociale, le poids de la stigmatisation lorsqu'on parle de partenariat, lorsqu'on parle de citoyenneté pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et par exemple, je vous donne des exemples. Aujourd'hui, il y a des associations comme les entendeurs de voix, les réseaux des entendeurs de voix, qui disent, un peu comme l'autisme, qui disent entendre des voix, c'est pas une maladie, c'est pas la folie, c'est pas la schizophrénie. Nous revendiquons le fait que c'est une expérience singulière. Et nous vous interdisons la condamnation que vous nous faites lorsque vous nous dites qu'on est fou et qu'on est schizophrène. Nous avons une expérience singulière et on a des tas de choses à apprendre au monde. Et on revendique ça. Seulement, vous voyez bien d'où le travail à faire socialement pour que ce discours-là soit entendu, pour que les personnes arrivent à pouvoir dire « j'entends des voix » et j'ai autant de pouvoir et je suis autant reconnue dans une société qu'un médecin, qu'un infirmier ou que quelqu'un qui est en situation de pouvoir, je dirais quasiment, enfin culturel, mais quasiment spontané. Et là, il y a vraiment du travail, il est extrêmement politique et c'est très clair que c'est les personnes concernées qui vont pour moi, c'est comment permettre, accompagner la prise de pouvoir. Et c'est aussi très important dans une association comme Vivre, de ne pas être frein à cette prise de pouvoir, à cette construction de savoir et à cette reconnaissance des savoirs de l'expérience de la maladie et de la subjectivité, de ne pas être frein. Et à chaque fois que vous prenez la parole en tant que professionnel, vous pouvez soit être des formidables leviers et des facilitateurs de rétablissement, mais vous pouvez aussi, sans le vouloir, être des obstacles
Et il y a vraiment, dans la co-construction, à regarder comment faire en sorte de ne pas être obstacle à ça. Présidente de l'Alliance Paris. Je suis au GEM depuis 8 ans et je suis présidente depuis 3 ans. Et grâce au GEM, j'ai été stabilisée, on me montre plus du doigt malgré ma cirrhose en plaques. Grâce aux animateurs qui nous aident beaucoup, on parle beaucoup. Voilà. Et grâce aux activités, aux portes ouvertes et tout ça, franchement, une autre vie, on va dire. Je vis à peu près comme tout le monde, malgré mon handicap. Je pense que c'est bien dans ce que vient de nous dire Mireille. C'est aussi d'entendre que finalement, il arrive un moment où il faut savoir faire le deuil de notre vie d'avant et se dire, maintenant, il y a autre chose. Et c'est pas autre chose, c'est pas forcément dans la continuité de ce que j'avais. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît. Et on est quelqu'un d'autre. Et c'est dans le regard de l'autre qu'on est. Le discours que j'ai entendu de la part de madame est très réjouissant. Et franchement, parce que la parole du malade n'est pas trop... Enfin, en France, en tout cas, le malade a tendance à être un peu infantilisé. Et donc, le discours de responsabilité du malade qui est en rémission, en rétablissement, comme vous dites, qui se prend en charge et qui a des projets, qui a envie de les réaliser, et qui est en co-construction justement, qui demande de l'aide à son thérapeute, tout ça. Ça, c'est important et le discours là m'a bien plu. Voilà. Merci. Mais le rétablissement, pour moi aussi, c'est ça, pas simple. Ça peut être aussi le non-projet, hein. Ça peut être aussi la vie. C'est pour ça que j'aime bien ce mot-là, l'association Vivre. On nous casse un peu les pieds. Je suis la première, hein, dans un des premiers bouquins qu'on a écrit sur le rétablissement, il y avait les histoires de projets. Quand je parle de projet, ça peut juste être vivre, hein, sans projet, juste être là avec les autres et contribuer. Après, c'est inventer les façons de le faire, mais pas avoir cette injonction non plus à absolument avoir un projet, il faut faire des trucs et tout, parce qu'on est beaucoup dans l'action et c'est pas mal de... Enfin, peut-être, effectivement, d'aller du côté de la méditation, du calme ou de soi, quoi. Voilà. Mais toujours ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais dire aussi, c'est vrai qu'on dit souvent que le rétablissement passe par l'emploi. Et j'étais à un colloque sur le bénévolat il y a 1 mois et demi. Et je pense que ça passe de toute façon par l'activité en général. C'est-à-dire que ce soit l'emploi, mais ça peut être aussi le bénévolat, ça peut être aussi les GEM. Donc il n'y a pas forcément... c'est toutes sortes d'activités finalement. Je pense que du moment qu'on se sent bien écouté, entendu et vu et regardé, tel qu'on est vraiment, ça peut passer par tout un tas de choses. Oui, c'est formidable. Voilà. Je voulais rajouter une chose parce que je voudrais absolument qu'on a un médiateur santé-père dans la salle, alors j'aimerais bien qu'il parle. Dans l'histoire du rétablissement, il y a aussi cette idée-là donc, de ce parcours de rétablissement, de ce processus de rétablissement. C'est donc comment de l'expérience des troubles psychiques, qui peuvent être des expériences difficiles, de souffrance, de douleur, et de l'expérience de l'exclusion sociale, comment on construit un savoir grâce à un environnement qui permet la construction de ce savoir et qui ne l'entrave pas. Et comment on avance avec ça. Et puis on peut donc se transformer suffisamment ou se former ou se déformer pour prendre d'autres places dans la société et d'autres places dans notre vie. Et on le voit beaucoup avec dans le champ de la santé aujourd'hui, je vois dans le champ de la santé mentale. D'autres endroits, ça peut être, on peut devenir, alors je vais utiliser le mot usager, soyez pas trop méchants avec ça, ce mot-là, je l'utilise parce que c'est plus pratique que dire personne qui vit une expérience des troubles psychiques. Donc je vais utiliser usager, mais on peut devenir usager formateur. Moi, j'interviens dans les formations auprès de professionnels sur le rétablissement. On est toujours 2 et à chaque fois, il y a une personne qui a vécu la maladie et qui est auprès de moi, tout le temps. J'interviens vraiment plus jamais toute seule. On peut devenir usager
éducateur, c'est-à-dire d'intervenir dans les consultations d'éducation thérapeutique à partir de sa maladie, seul ou avec des médecins ou un infirmier, en consultation d'éducation thérapeutique. Si vous avez envie, vous, là, de devenir patient expert des troubles psychiques, de la schizophrénie, demandez à Pascal Cacot qui vous aide à le faire. C'est possible. Aujourd'hui, le cadre législatif et le système français le permet. On peut devenir enseignant à la faculté. Alors c'est chouette parce qu'on peut ne jamais avoir été à la faculté et devenir prof. En ce moment, ça se passe par exemple à Bobigny. On a des personnes qui sont des tuteurs, justement pas des tuteurs de vie, mais des tuteurs des jeunes étudiants de médecine en 3e année ou des enseignants en fac de médecine. Ça se passe à Marseille, etc. Il y a un très très beau modèle à Montréal qui est très développé sur ce genre de choses. On peut devenir aussi donc, ce qu'on appelle les médiateurs de santé. Donc là, je vais laisser Philippe en parler. C'est des gens qui vont intervenir à l'intérieur des services psychiatriques ou des services d'accompagnement à partir de leur expérience. Et on est en train de voir que ça devient un métier, ça pourrait devenir même un métier. Et de cette notion de travailleur-père. Il y a évidemment les pères aidants, donc c'est-à-dire comment j'aide une personne, pas dans un cadre qui peut être tout à fait informel, ça peut être le cadre du GEM, mais ça peut être aussi dans un café, etc., parler de ses expériences, comment j'aide l'autre à partir de mon expérience à moi. Et puis il y a un autre point qui est très important, c'est les personnes, les usagers chercheurs. Ce qu'il faut encore demander aussi à Pascal Cacot, entre autres, c'est de vous former à devenir des évaluateurs des services dont vous bénéficiez. Que vous deveniez, vous, des évaluateurs, voire des chercheurs. Que les médecins arrêtent de se poser des questions qui les concernent concernant la maladie psychique. Qu'ils embarquent des personnes qui vont être des chercheurs, qui vont devenir en ayant des doctorats, mais on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour être chercheur. On peut aussi intervenir à plein de niveaux de la recherche. Et puis, pour pouvoir se poser des questions et résoudre des questions qui vous concernent, qui vous concernent vous. Pas par le prisme des experts. Et ça veut dire aussi, donc c'est pour quand j'embête Pascal, ça veut dire aussi dans l'évaluation des établissements. Il y a toujours les établissements, ils sont tout le temps évalués. Il n'y a jamais une personne concernée par les services de ces établissements qui fait partie des évaluateurs. Eh bien, ça doit changer. Voilà. Et tu viens parler un peu de toi ? Oui. Allô ? Oui. Oui. Allez-y. Allez-y. Excusez-moi ? Oui. Oh. Juste une petite question avant de commencer. On ne voit pas qui parle. Oui. D'accord. En fait, à quel moment on peut parler de rétablissement ? À partir de quand une personne elle est en hôpital psychiatrie ? Bonjour à tous, je suis médiateur de Santé Père, je vous remercie de votre question. Je crois que le rétablissement commence quand vous commencez à vouloir changer, à ne plus donner tout le pouvoir à la maladie. En ce qui me concerne, j'ai commencé à me rétablir alors que j'ignorais que j'avais déjà commencé un processus de rétablissement en fait. Pour moi, c'est ma définition. Je vous expliquerai pourquoi après. Le rétablissement est un processus continu, non linéaire. C'est un processus de changement qui a cette particularité d'être profondément intime, savoir avec vraiment ce qu'est véritablement la personne. Et ce processus de changement ne peut pas se faire seul. C'est-à-dire que moi, mon point de résilience a commencé le jour où j'ai été capable de demander de l'aide. C'est ce jour-là où j'ai probablement posé le premier pas d'adulte en devenir que j'étais. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai décidé, osé, de changer, de quitter mon usine à gaz personnelle qui ne produisait que de la souffrance. Alors c'est extrêmement confortable parce que je connaissais tous les rouages de ce mode de fonctionnement. Donc je m'en accommodais. Et un jour, j'ai osé, je ne sais pas pourquoi, il y a eu ce qu'on appelle un déclic qui s'est produit en moi. J'ai demandé de l'aide. Et le jour où j'ai demandé de l'aide, j'ai commencé à être dans un processus de changement et à commencer à cheminer dans un processus de rétablissement. Dans mon expérience, moi j'ai une problématique addict. Je suis alcoolique, je suis dépendant. J'ai fréquenté pendant de nombreuses années des groupes d'inéphalis, donc les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes. En fréquentant ces groupes,
j'ai pu me rétablir aussi parce qu'il y avait un processus d'identification. C'est quelque chose qui n'a pas été très étudié, je crois, au niveau scientifique, mais qui a fonctionné formidablement pour moi. Ça a généré aussi de l'espoir, parce que si ça fonctionnait pour eux, ça pouvait fonctionner pour moi. Et ça a fonctionné pour moi. Donc, dans mon processus de rétablissement, il y a eu 2 phases. Alors, je sais que dans certaines interventions, il est de bon ton que les usagers tirent sur l'ambulance, voire dégomment l'institution du monde de la santé. Moi, ce n'est pas mon cas. Je dis que l'institution est perfectible et je souhaite apporter ma pierre à l'édifice dans cet engagement. Néanmoins, moi, j'ai eu besoin de l'institution dans mon processus de rétablissement. Ça a été mon premier pas dans mon rétablissement. Néanmoins, ça n'a pas été suffisant. L'institution ne peut pas tout faire. S'il n'y avait pas eu des associations vers lesquelles je me suis tourné en dehors, eh bien, je serais probablement mort aujourd'hui. Donc, merci l'institution. Merci les associations. L'un ne se fait pas sans l'autre. On parlait de co-construction, voilà un premier exemple de co-construction. Ensuite, dans mon parcours de rétablissement, j'ai rechuté 3 fois. Maintenant, il est acquis en addictologie que la rechute fait partie du parcours de rétablissement. Toute l'histoire, là on atteint un point névralgique, je dirais, c'est de ne pas répéter ce qui ne fonctionne pas et donc apprendre de ses erreurs, voire de ses échecs, et de ne pas répéter, bien évidemment, ses échecs, mais s'extraire de ce qui ne fonctionne pas pour oser expérimenter quelque chose d'autre. Moi, j'ai rechuté 3 fois, j'ai beaucoup appris de mes rechutes, et si je n'avais pas rechuté, je n'aurais peut-être pas la qualité de rétablissement que j'ai aujourd'hui. En me rétablissant, j'ai appris à me connaître. Dans la consommation, j'avais bien une couleur préférée, mais je ne savais pas qui j'étais. Lorsque je me rendais à des entretiens d'embauche, je répondais à des questions de façon idéale par rapport aux projections que je me faisais, des réponses attendues. Vous voyez, mais je ne me connaissais pas, je vivais avec moi-même, moi, inconnu à moi-même. En me rétablissant, eh bien, en faisant des pas vers moi-même, en faisant des pas aussi vers vous, j'ai appris à me connaître. Je m'éprouve à moi-même. Et c'est un parcours formidable. Aujourd'hui, je peux vous dire que il ne m'est rien d'arrivé de plus extraordinaire que de me rétablir. Et c'est vrai tous les jours. Je voudrais vous dire aussi que, en fréquentant les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes, j'ai beaucoup appris de ces réunions. Ça m'a permis de progresser, d'aller vers moi, d'être avec des usagers qui avaient éprouvé les mêmes difficultés que moi et qui avaient trouvé des solutions pour les dépasser. Et donc, ils me donnaient des outils que je ne possédais pas et j'étais libre parce que c'était mon libre arbitre. Je suis libre d'essayer ou de ne pas essayer. Après, c'est à moi d'accepter les conséquences et d'être responsable d'essayer ou de ne pas essayer ce qui peut fonctionner. C'est un petit peu comme un traitement, j'accepte ou j'accepte pas de le prendre. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des conséquences. Et c'est à tout un chacun d'expérimenter pour connaître la nature des conséquences, si c'est quelque chose de souhaitable ou non pour la personne. C'est son libre arbitre, c'est son choix, il n'y a pas de jugement à avoir. Vous voyez, moi je vois dans les groupes des gens qui ont du mal à arrêter ou alors qui ont un rétablissement en dents de scie, c'est leur choix. Elles considèrent qu'elles sont bien ainsi, qu'elles continuent à se considérer bien ainsi. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter. Moi, aujourd'hui, je suis abstinent, je suis très heureux de l'être. J'ai une vie que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Le rétablissement, je l'applique dans tous les domaines de ma vie. Ce n'est pas simplement dans le domaine de la maladie. C'est me rétablir par rapport à la maladie, d'un point de vue somatique, d'un point de vue physique, psychiatrique, d'un point de vue même spirituel, j'ose le dire, même si on a abordé la question de laïcité, mais je suis sûr qu'ici on ne confond pas les choses. Et puis aussi, bien évidemment, le travail, mes relations, ma vie sociale, ma vie amoureuse, dans tous les domaines de ma vie. Il est toujours temps de se rétablir dans un domaine de sa vie, et peut-être même pour des personnes qui n'ont pas de problématiques en santé mentale. Voilà. Alors, je travaille, là aujourd'hui je suis médiateur de Santé Pair. Alors qu'est-ce que c'est? Ça a commencé sous la forme d'une expérimentation en 2012 initiée par le CCOMS d'Armentières, donc la région lilloise, dont le postulat de départ est d'inclure des usagers ou ex-usagers de la psychiatrie dans les services, ces derniers favorisant le rétablissement des gens qui sont accueillis dans ces services, en s'appuyant sur 2 leviers, à savoir l'espoir et l'identification.
Je travaille dans un hôpital de jour avec des personnes qui ont majoritairement un trouble psychotique, qui sont stabilisées, donc qui ont déjà cheminé au niveau de leur rétablissement, puisque c'est quand même en soi un cheminement considérable que d'arriver à un niveau de stabilisation qui soit le plus confortable possible pour elles. Et c'est là où tout commence, enfin, j'allais dire, parce que le processus de changement peut commencer. Et donc, je travaille dans un service qui est spécialisé en remédiation cognitive. J'explique à ces personnes qu'elles ne sont pas une maladie, qu'elles ne se résument pas à la maladie, qu'il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre à elles. Je les encourage à passer à l'action, c'est mon maître mot dans un premier temps. Si je ne fais rien, rien ne se passe, vous en conviendrez. Et ensuite, de les ouvrir vers l'extérieur. Parce que, effectivement, qui dit maladie chronique, dit prise en charge qui génère de la chronicité. J'ai une question à toi, mais c'est encore une question de provocation. Pascal, je suis désolée, mais il ne fallait pas m'inviter. La question de l'atelier, c'est le rétablissement, oui, comment? Est-ce qu'on peut parler d'une institution qui va favoriser les approches tournées vers le rétablissement sans médiateur de santé pair dans les services? Ça n'engage que moi, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu avais évoqué tout à l'heure tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Tu as parlé des savoirs tout à l'heure. Je voudrais dire simplement 2 mots sur la manière dont nous sommes structurés. En France, ça fonctionne ainsi. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. C'est simplement la réalité de mon point de vue, à savoir que diplôme égale savoir, égale compétence, égale pouvoir. Le législateur a décrété que seules les personnes qui sont diplômées d'un métier reconnu par un diplôme d'État dans la santé, je parlais des médecins, des infirmiers, psychologues, détiennent le seul savoir qui est reconnu aujourd'hui par le législateur, et la plupart d'entre elles le croient. Alors qu'il y a beaucoup d'usagers, de personnes malades avec un trouble en santé mentale ou non, qui ont expérimenté, qui ont même éprouvé dans leur chair, qui en ont une connaissance intime, qui se rétablissent. Et le fait de pouvoir partager avec d'autres malades des solutions que les unes ou les autres ont pu trouver pour favoriser le passage à l'action et trouver une solution à leurs problématiques et aller vers du mieux-être, eh bien ça fonctionne. Je ne me positionne pas dans une confrontation, je me positionne dans la co-construction, travailler en équipe, créer ensemble un nouveau territoire, un nouveau champ de connaissances dont les usagers vont pouvoir bénéficier. C'est-à-dire, moi, je me suis considérablement enrichi des connaissances de mes collègues, médecins, infirmières, psychologues, ergothérapeutes, et elles aussi. Il y a quelque chose dans la co-construction, de mon point de vue, qui fait que c'est une rencontre où l'on donne à chacun la même valeur de parole, où on écoute l'autre, où on ne cherche pas à imposer à l'autre son point de vue, le faire venir à soi, un petit peu comme dans des techniques de séduction, vous voyez. Mais non, c'est-à-dire s'écouter, s'entendre, et puis se frotter à l'autre un petit peu comme des galets, c'est-à-dire que tous changent finalement, et que ensemble, on est dans un processus de changement et d'amélioration pour le bénéfice des principaux intéressés, je veux dire les personnes en souffrance qui frappent à la porte chez nous. Voilà. Peut-être vous avez des questions, et juste avant les questions, par rapport à cette notion de médiateur santé-pair, une réponse à la question que j'ai posée, c'est que les bonnes pratiques internationales répondent oui, c'est-à-dire on ne pense pas à un service orienté rétablissement, une approche orientée rétablissement, si à l'intérieur des équipes, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu l'expérience et qui l'utilise dans sa pratique professionnelle. Donc ça, c'est très clair. Est-ce que ça vous intéresse, ces questions-là? Parce qu'on est vraiment dans le rétablissement. Là, c'est une des phases les plus abouties quand on parle de travail, en tous les cas, et d'accompagnement. C'est vrai que les rétablissements, les fonctions des travailleurs pairs sont... on est dans quelque chose qui va dans un optimum, disons. Oui, je voulais préciser une chose qui me paraissait importante à vous écouter, c'est que tout ce travail de co-construction, de rétablissement ne peut pas se faire si quelque part on ne met pas, je dirais, on ne gèle pas les tensions, les conflits. Et on n'en a pas parlé, mais malheureusement, en particulier dans l'univers de travail, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits. Alors, la controverse, la dispute, bien sûr, peut être utile, mais quand les tensions sont trop fortes et lorsque
elles abîment, je dirais, la relation à l'autre. C'est compliqué de faire ce cheminement de rétablissement. Donc, en entreprise, en tous les cas, il y a d'autres urgences qui peuvent survenir, des exigences de production, de rentabilité, d'ordonnancement, de l'activité, etc. Ce qui fait que c'est toujours très intéressant de pratiquer ainsi vers l'intégration de personnes qui, par ce chemin, cherchent le rétablissement. C'est toujours très intéressant parce que pour réussir, il faut préparer le collectif, pas simplement le préparer dans un spot limité, mais le préparer sur le long terme. Alors peut-être que vous en avez discuté ce matin, et je crois que c'est très intéressant de le prendre aussi par là même pour faire en sorte d'enrichir les collectifs de travail, de favoriser l'apaisement, d'enrichir les relations de travail et de féconder un peu un collectif avec des personnes qui sont sur ce chemin de rétablissement. Et ce chemin de rétablissement incite ainsi le collectif qui l'accueille à se poser les vraies questions que vous posiez tout à l'heure, à savoir la maladie, est-ce que je suis épargné ou est-ce que je serai épargné par la maladie, qu'est-ce que je ferai, etc., si ça survient. Et ça nous oblige, donc ça oblige le collectif, chacun des membres du collectif, à se décentrer pour pouvoir appréhender l'autre qui vient vers ce rétablissement. Et ça, c'est très intéressant. Et ça donne une dimension, une profondeur, une humanité au collectif qui permet vraiment d'accomplir pas mal de choses et permet d'avoir au sein de l'entreprise du lien. À vous écouter aussi, je pense que c'est très intéressant de bien situer que ce qui manque souvent, le plus souvent dans le rétablissement, c'est le lien avec les autres, le lien qu'on construit, la main qu'on tend, la main qu'on prend, le regard de l'autre, la vision positive ou négative que l'autre pose sur soi, cette possibilité, je dirais, d'être nous avec les autres. Le lien est essentiel. Et malheureusement, dans notre société, on voit bien que de plus en plus montent les processus d'exclusion, les processus de rejet, rejet des autres parce qu'ils sont différents, rejet des autres parce que tout simplement on est soi-même très mal, on est soi-même bouleversé, on est soi-même bousculé, on ne prend plus le temps de l'écoute, on n'a plus le temps de délivrer une véritable attention aux autres, une véritable écoute, comme vous disiez très justement. Et développer cette attention, travailler sur les collectifs, permettrait, je pense, beaucoup plus d'avoir au sein des entreprises une quiétude, un apaisement. Or, aujourd'hui, on est vraiment dans des situations d'extrême tension, je dirais, de rejet, de fragilisation, hein, c'est le terme qui me vient, de fragilisation des êtres humains au travail. Et donc, parler du rétablissement, c'est aussi parler, pour moi, en tous les cas, de trouver, d'identifier les facteurs qui fragilisent, trouver les facteurs qui mettent à mal, pour pouvoir, bien entendu, les comprendre et pour pouvoir les traiter. On ne le dit pas suffisamment, mais il y a énormément de troubles psychiques qui proviennent, je crois que l'OMS a situé ça, mais je ne me souviens plus exactement le pourcentage, mais qui proviennent des univers de travail maltraitants. Donc là, il y a un chemin inverse à faire qui pourrait être très utile. Ce qui est sûr, c'est que les approches rétablissement ne vont pas du côté dont vous parlez, vous, c'est-à-dire des facteurs qui mettent à mal. Ils vont du côté des facteurs qui mettent à bien. Ils vont du côté des forces. C'est l'approche par les forces. C'est comment la maladie, comment ces parcours, effectivement, qui m'a mise à mal, m'a permis, moi, de développer des forces. Et c'est vraiment ça. Et ça va effectivement dans peut-être à l'inverse quelque chose d'assez commun dans lequel on peut avoir, y compris dans la santé, les personnes dans l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement social, psychique, psychiatrique, etc., se demandent comment résoudre des problèmes. La personne est vue comme un problème, la maladie est un problème. L'approche rétablissement dit la maladie est une force
et les personnes sont des forces, comment développer ces forces-là et vont vraiment vers cette approche-là. Sans naïveté, on n'est pas dans une approche positive, un peu naïve, etc. En sachant bien d'où on vient et en sachant bien dans quel parcours on s'est posé. Effectivement, non plus, en ne niant pas à la fois, comme je le disais, les disparités de pouvoir qui existent et qu'il faut absolument travailler. Moi, je suis pas complètement d'accord sur geler les disparités. Je pense qu'il faut les travailler et pourquoi pas que c'est dans la crise aussi qu'on peut trouver des choses très, très jolies et très, très fécondes, mais ça c'est un autre débat. Et donc en ne niant pas les disparités et vraiment en essayant d'aller chercher en soi et dans le collectif les forces qui peuvent naître. S'il y a une question là-bas aussi, il y en a deux même. Oui. Je ne sais pas si ça marche, oui. Alors, il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, en fait, pour faire suite à ce que disait Doris, ces œuvres sont exposées. Vous êtes entouré d'œuvres d'usagers des différentes structures. Oui, CHRS, SAVS, GEM, SAMSA, POS. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais, toutes les structures pratiquement sont représentées. Donc ce sont des personnes qui participent à des ateliers et qui ont accepté de montrer leur travail, qui ont une reconnaissance par rapport à ça, qui s'expriment, qui ont des lieux d'expression. En fait, je pense que le rétablissement, il passe par la possibilité d'avoir des lieux d'aide, de soutien, où il y a des lieux d'expression avec un respect des professionnels vis-à-vis d'eux et d'eux entre eux, dans le respect des différences de chacun, professionnels, usagers et entre usagers, respect des différents handicaps, peut-être dans les CRP, peut-être que ça se joue, respect des différentes maladies psychiques, par exemple, chez nous, enfin, entre ceux qui souffrent de telle ou telle maladie. Je suis de la poste, de la préorientation. Donc, le rétablissement aussi, ça passe par donc l'expression en dehors de l'activité des arts plastiques. Il y a aussi des journaux qui sont ici, qui sont exposés. Le journal du CHRS. Il y a des témoignages qui ont été sur le rétablissement, qui ont été écrits par les stagiaires de la préorientation de Gentilly. Voilà. En tous les cas, pour parler de notre expérience, et je pense de l'expérience de beaucoup de personnes de structures de vivre, c'est pouvoir accueillir les personnes en les respectant, les accueillir vraiment, les respecter et leur donner des espaces d'expression libre et dans un partage mutuel d'expériences professionnelles, usagées. Je pense que c'est ça qui est important, et de créer des espaces pour les usagers pour qu'ils puissent se parler entre eux. Et peut-être qu'avec le théâtre de l'opprimé, c'est ça aussi qui se joue, c'est pouvoir créer ces espaces-là, que les professionnels, les usagers puissent se parler, s'exprimer sur des sujets qui sont délicats. Et moi, je pense que peut-être qu'au lieu de la laïcité, ce serait bien de parler tout simplement de mettre comme thème le respect des différences. Et pour nous, l'association, c'est le respect des différences par rapport au handicap, par exemple, puisque beaucoup de handicaps sont représentés. Le respect des différences quand on est handicapé et qu'on veut travailler dans le milieu ordinaire. Voilà, comment il y a beaucoup de personnes. Alors nous, voilà, les personnes que l'on accueille se posent beaucoup de questions sur comment ils vont être regardés, jugés, comment ils peuvent parler de leur handicap, quoi en dire, est-ce qu'il faut en parler ou pas. Ça pourrait être des thèmes aussi intéressants au théâtre de l'opprimé, enfin avec le théâtre de l'opprimé, autour de la différence plutôt. Et j'ai oublié des choses. Bon, je crois que j'ai dit beaucoup de choses et voilà.
Merci. Sur l'histoire d'en parler ou pas, il y a vraiment, effectivement, dans le parcours d'insertion à l'emploi, on avait commencé, on avait travaillé il y a quelques années là, sur un projet qui s'appelait Emilia, donc qui était sur l'accès à l'emploi et à la formation tout au long de la vie pour des personnes vivant avec des troubles psychiques. Et il y avait vraiment cette idée-là, qu'est-ce qu'on fait de ce trou dans le CV ? Qu'est-ce qu'on fait de ces moments qu'on n'arrive pas à dire, etc. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va voir un conseiller professionnel dans l'emploi, et c'est encore plus vrai maintenant qu'il y a 10 ans, et que la personne vous remarque des choses, on voit qu'on est hyper stressé, remarque une anxiété qui est visible, parce que c'est normal quand on n'a pas de travail, qu'on cherche un emploi, d'être anxieux, mais ça peut être aussi quand on a des troubles psy et qu'on puisse être en train, ils peuvent remarquer des choses, et qu'on voit, nous, qu'elle est en train de l'avoir, et on voit bien qu'il y a un malaise, mais personne n'en parle. Et surtout, le malaise, il est là, la maladie est là, il y a ce qu'on va en faire, et tout ça est tenu secret. Comment on en parle, et est-ce qu'on a intérêt à en parler ou pas, etc. Et il y a vraiment un travail là dans la co-construction à faire, et puis à réussir à savoir ce qu'on en fait chacun tout autour de soi. Il y a des personnes aujourd'hui qui décident d'assumer le trou dans le CV, qui font un CV et qui disent voilà, j'ai été malade pendant 10 ans, 15 ans, et qui le marquent. Je ne sais pas ce que ça donne dans les entreprises, mais en tous les cas, elles y vont. Le fait que ces personnes-là aujourd'hui font ça, c'est peut-être, elles y arrivent peut-être pas à avoir un emploi. En tous les cas, elles indiquent à la société quelque chose de nouveau et une inscription nouvelle. Et ça, je trouve ça intéressant. Par rapport à ce sujet, justement, le fait d'en parler ensemble entre pairs est vraiment important. Le fait de parler des expériences de chacun, qu'ils puissent échanger sur leurs expériences, est vraiment très aidant pour eux. Et pour revenir à la co-construction, j'insiste sur le fait que par rapport aux médiations artistiques, vous êtes entouré d'œuvres qui ont été faites collectivement. Et en fait, je voulais insister sur le fait que le faire ensemble est très important. Dans les GEM, dans les ateliers d'art plastique, le fait de pouvoir faire ensemble, d'être ensemble à faire quelque chose, même si ce sont des productions individuelles, mais d'être ensemble, c'est vraiment important. C'est la particularité des médiations. Et par rapport au rétablissement, ça fait référence à tout le travail de Winnicott, les espaces transitionnels, etc. C'est très important. En tous les cas, la recherche, elle est vraiment importante là-dessus. On est dans les annonces. Je voudrais en profiter pour dire que dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale décidées chaque année par l'OMS, le thème cette année, 2017, sera santé mentale et travail au sens large, du 13 au 26 mars 2017. L'UNAFAM va sortir à cette occasion un bulletin spécial sur le travail, l'emploi et les bonnes pratiques. Il s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui et ce serait bien qu'il puisse y avoir un prolongement donc du 13 au 26 mars pour reprendre un petit peu toutes ces bonnes suggestions. Voilà, c'est un appel au peuple en quelque sorte que je fais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais peut-être qu'on va pas tarder à conclure. Donc, une dernière question alors. Bonjour, donc on parlait du rétablissement. Est-ce que vous pensez que la musicothérapie peut être un moyen ? Oh oui, je pense pas que ce soit un des moyens. Non, je pense que oui, comme l'art plastique, comme toute forme d'art, la musique, ça adoucit les mœurs en plus. Donc, et les esprits. C'est un moyen si vous le décidez que ce le soit. Si ça vous va, il faut le faire. Voilà. Donc, peut-être qu'on va tous dire un petit mot de conclusion. Moi, je voulais reprendre, pour conclure, l'étoile du rétablissement de Glover, qui dessine une étoile, et sur cette étoile, en fait, il oppose, donc, pour nous expliquer ce qu'est le rétablissement,
l'espoir au désespoir, la conscience de soi active à la conscience de soi passive, la capacité à réagir à l'incapacité de réagir, la découverte à l'aliénation, la connexion à la déconnexion. Voilà. Écoutez, moi je voulais vous remercier de m'avoir invité. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. J'en suis très content. Je remercie Pascal. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas opposer les différents mondes dans lesquels on vit. Je crois que l'entreprise, le milieu de l'entreprise, que quelque part je représente un peu ici, puisque moi mon entreprise compte quand même 200 salariés, a beaucoup à apprendre de ce qui vient d'être dit, de ces problématiques de santé, d'individus au travail et d'individus cheminant vers leur rétablissement vers eux-mêmes et aussi au sein des communautés qui doivent les porter, les aider à se rétablir. Et en sachant que ce chemin de construction pour soi-même est aussi, comment dire, j'ai bien aimé le processus d'identification, est aussi quelque part une invitation aux autres à faire attention à eux, tout en se préservant et tout en étant dans une position de bienveillance. Voilà, je vous remercie. Alors, moi, je vais dire un mot, et puis je propose à Philippe, et puis on va laisser la parole de conclusion tout à l'heure. Juste vous dire qu'il se passe plein de choses en ce moment dans la santé mentale. Il se trouve que tout ce qui est psychiatrie, santé mentale est extrêmement innovant en fait comme domaine aujourd'hui. On a pu paraître un peu, on a l'impression que la psychiatrie souffre, et bon, les gens de l'UNAFAM ont sorti un rapport il y a quelques jours en donnant des indicateurs négatifs, enfin difficiles à voir, etc. C'est pas, je dis pas que les choses qu'il n'y a pas encore des améliorations à faire, et c'est pas mon propos. En revanche, il y a depuis une dizaine d'années, mais aussi, enfin, les germes sont là depuis plus longtemps, vraiment des pratiques et des innovations sociales, des mouvements sociaux très forts qui vont dans le sens du rétablissement. Je pense, et vous pouvez ne pas être d'accord, etc., c'est indéniable. C'est quelque chose qui est indéniable. On a Catherine Maillot qui est ici avec nous. C'est des gens des personnes qui utilisent par exemple Internet pour donner, pour se former, pour prendre la parole, etc. Tout ce qui se passe sur Internet, dans les forums, etc. Ce n'est pas que du n'importe quoi. C'est beaucoup de construction, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de savoir et beaucoup de richesse. On peut apprendre aussi dans ces milieux-là, et il va y avoir des innovations très importantes dans ce courant-là. Il y a tout ce qui se passe à la fois dans le culturel, avec des manifestations comme la Mad Pride, la Fada Pride, dans tout ce qui se passe avec les groupes d'autosupport. Il y a une dynamique qui est en marche. Le réseau des entendeurs de voix a été créé en 2011 en France. C'est en expansion. Je pense que si les personnes qui vont regarder, les chercheurs qui vont étudier ce mouvement-là dans quelques années vont se rendre compte qu'en termes d'association et de création nouvelle en fait, de groupes et d'adhésion, là, il se passe quelque chose de très fort. Demandez, allez voir où sont les groupes des entendeurs de voix à côté de chez vous. Connaissez-les. Il y a vraiment des choses importantes. Évidemment, il y a les semaines d'information de la santé mentale, et il y a toutes ces nouvelles figures, ces nouvelles pratiques de personnes qui sont à l'intérieur du système de santé, qui cherchent à travailler ensemble. Il y a des personnes qui sont à la marge, et puis des personnes à l'extérieur, mais ça bouge beaucoup, et c'est extrêmement dynamique, et c'est vraiment réjouissant à ce titre-là. Et c'était ce que je voulais dire, et je vais laisser la parole à Philippe et à Doris. Oui, merci beaucoup pour tout ce que j'ai entendu. Merci à l'association Vivre de nous avoir proposé de nous exprimer. Entretenez vos liens, les liens avec vous-même et vos liens sociaux, c'est fondamental. Et pour ceux d'entre vous qui auraient peu d'espoir, je terminerai par un dicton russe. Ne succombez pas au désespoir, il ne tient pas ses promesses. Doris, la parole à la meilleure. Je voulais dire que le rétablissement aussi, c'est bien prendre ses médicaments, mais aussi ça peut être de prendre des plantes à côté. Moi, j'utilise beaucoup de plantes qui m'ont permis d'éliminer
les somnifères, parce que les somnifères, c'est pas très bon pour la santé et à longue échéance, on devient dépendant. Donc moi, les plantes, ça a beaucoup agi sur le résultat de ma reconstruction pour éloigner la maladie et ne plus y penser. Et je remercie Vivre aussi. Voilà.